Bonjour à tous, nous allons parler des financements externes des entreprises et nous allons commencer par le financement par emprunt indivis. Indivis veut dire qu'il n'y a qu'un seul prêteur, une banque. De même, il peut être demandé une notation de la part de la Banque de France pour connaître le niveau de risque de l'emprunt demandé par le client et ainsi adapter le taux d'intérêt. Pour obtenir ce type d'emprunt, il est parfois demandé par le banquier des sûretés réelles. Je vous invite à relire le chapitre 17 au niveau des sûretés réelles. Au niveau des remboursements, c'est du classique. On peut rembourser in fine, ce que j'appelle en bloc, ou on peut rembourser les emprunts par annuité constante ou par amortissement constant. Le taux de l'emprunt peut être fixe ou il peut être variable. Si le taux est variable, il est souvent calqué sur le taux Euribor, c'est-à-dire le taux moyen auquel une sélection de banques s'accorde mutuellement des prêts à court terme en euros. Si ce taux est pris sur une journée, il s'agit du taux éonien. Nous pouvons nous calquer sur le taux Euribor à une semaine, à un mois, à 2 mois, à 6 mois ou même à 12 mois. Comme vous pouvez le remarquer sur le tableau, les taux sont tous négatifs, ce qui explique pourquoi les taux actuellement pratiqués par les banques sont très bas. Lorsque l'entreprise demande une somme très importante à la banque, il est possible alors de réaliser un crédit syndiqué. Dans cette situation, l'emprunteur va se présenter devant une banque qui sera le chef de file de l'opération. Celle-ci va intervenir avec d'autres banques pour pouvoir prêter la somme demandée. Il y aura donc plusieurs banques dans la transaction. Nous allons étudier maintenant l'emprunt indivis remboursé par annuité constante. Nous avons déjà étudié cette formule, donc nous allons passer directement à l'application numéro 1. Concernant la question 2.1, en comptabilité, le coût d'un emprunt est représenté par des intérêts. Ceux-ci sont déductibles pour le calcul du résultat fiscal. Si le taux d'impôt sur les sociétés est de 28%, la charge financière réelle sera de 6 000 moins 6 000 fois 28%, donc la charge réelle sera de 4 320 euros. Le coût réel de l'emprunt est en fait de 6%, multiplié par donc parenthèse 1 moins 0,28, je ferme la parenthèse, égale 4,32%, ou alors 6 fois 0,72 égale 4,32. Donc grâce à l'économie d'impôt réalisée sur les charges d'intérêt, le taux n'est que de 4,32 au lieu de 6%. Pour la question 2.2, il nous demande en fait de comparer la rentabilité économique avec la rentabilité financière. Nous vérifierons ainsi s'il y a un effet de levier ou un effet de massue. J'en profite pour faire un petit retour sur les formules de renta économique et de renta financière. Donc renta économique, n'oubliez pas que l'on part du résultat d'exploitation, alors que pour la rentabilité financière, on part du résultat net. Si vraiment on veut être très précis, pour la renta financière, il faut retirer tout ce qui est exceptionnel. Donc logiquement, on partirait du résultat d'exploitation, moins les impôts forcément, et moins les charges d'intérêt. Toutefois, cette formule est plutôt applicable pour les étudiants de DSCG. Mais si vous avez compris, vous pouvez le faire également. Pour cet exercice, nous connaissons déjà le taux de rentabilité économique qui s'établit à 9%, et nous connaissons aussi le résultat de dette financière sur capitaux propres qui s'établit à 0,5. Attention, n'oubliez pas que généralement on calcule la rentabilité financière ou économique après impôt, donc le 9% de renta économique nous est donné étant avant impôt, je vais retirer l'impôt pour trouver un taux qui s'établit à 6,48, soit 9% fois 0,72. 0,72, c'est 1 moins 28, le taux d'imposition. Je vais à présent appliquer la formule de la rentabilité financière pour trouver un pourcentage de 7,56%. Je vais comparer ce taux avec le taux de la rentabilité économique. Ce taux étant supérieur, il y a bien un effet de levier, puisque la rentabilité financière est supérieure à la rentabilité économique. Ici, nous trouvons 1%. Cela signifie que le fait d'avoir emprunté a amélioré la rentabilité de l'entreprise, et notamment la rentabilité des capitaux propres. Les actionnaires seront donc satisfaits. Nous allons maintenant étudier le remboursement de l'emprunt in fine, ce qui veut dire que l'emprunt sera remboursé, enfin le capital sera remboursé lors de la dernière échéance.
Le tableau est déjà complété. Vous voyez qu'il y a une énorme sortie de trésorerie lors de la dernière échéance puisque le capital n'est remboursé qu'à cette période-là. Troisième mode de remboursement, le remboursement par amortissement constant. Ce qui veut dire que l'entreprise souhaite chaque année rembourser le capital d'une manière linéaire, toujours la même somme. Vous pouvez voir que dans le tableau, l'amortissement chaque année est de 20 000 euros de capital. En revanche, comme le capital diminue chaque année, les intérêts vont diminuer aussi chaque année. L'amortissement différé, en fait, l'entreprise ne souhaite pas rembourser de capital la première ou la deuxième année ou la troisième année, donc le remboursement en capital n'interviendra que ultérieurement. En revanche, les intérêts commencent à courir dès la première année. Un crédit syndiqué est un crédit accordé à une entreprise par plusieurs banques. Le placement d'un crédit syndiqué se rapproche de celui d'une obligation. L'entreprise choisit tout d'abord une banque qui va jouer le rôle d'arrangeur de l'opération. Parallèlement, la banque de l'entreprise choisira une stratégie de syndication, c'est-à-dire le choix des banques qui feront partie du syndicat bancaire qui apporteront les fonds à l'entreprise. Ces fonds sont généralement une ligne de crédit qui peut être renouvelable et permet ainsi de financer des besoins à court terme, par exemple le BFRE, ou alors des besoins d'investissement, donc plutôt le long terme. Le contrat qui sera signé entre l'entreprise et la banque qui joue le rôle d'arrangeur s'appelle un term sheet. Les crédits syndiqués intègrent de plus en plus des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Par exemple, il est possible de négocier un taux d'intérêt sur le crédit syndiqué variant en fonction de l'amélioration annuelle des objectifs de développement durable de l'entreprise. Cela est généralement mesuré par une agence extérieure, une agence de notation. Au-delà du taux d'intérêt, ce peut être aussi le montant accordé en emprunt à l'entreprise qui peut varier selon qu'elle respecte ou non les critères de ESG. Nous sommes ici dans ce que nous appelons la finance verte. Un petit conseil, si au DCG vous avez un plan de financement qui intègre par exemple un emprunt ou un emprunt syndiqué, n'hésitez pas à dire que l'entreprise pourrait renégocier éventuellement son taux d'intérêt à condition qu'elle intègre des critères ESG. C'est vraiment quelque chose de novateur qui est limite plus programme DSCG, mais si vous avez compris, c'est facile à réutiliser ensuite dans une analyse financière. Alors, le financement participatif est souvent associé au crowdfunding. Il est devenu possible aujourd'hui, grâce à Internet, de solliciter des fonds auprès d'un large public via des plateformes de crowdfunding. Ce type de financement peut prendre la forme d'un don, d'un prêt ou d'une prise de participation au capital de l'entreprise. Si l'on veut donner une définition du financement participatif, on pourrait donner celle-ci. Le financement participatif est un outil de collecte de fonds opéré via une plateforme Internet permettant à un ensemble de contributeurs de choisir collectivement de financer directement et de manière traçable des projets identifiés. Je vous laisse lire les pages 7 et 8 relatives au crowdfunding. Vous verrez, c'est assez facile. Vous verrez que le crowdfunding peut prendre la forme d'un don. On peut demander une récompense, ça peut être un prêt et aussi des mini-bons, c'est assez récent. Ne négligez pas cette partie du programme car aux oraux de DCG, c'est souvent qu'on a eu des questions sur le financement participatif. Il existe également le crowd equity, appelé également le financement participatif en action ou l'equity crowdfunding. C'est une forme en fait de financement participatif qui permet d'investir dans des startups et des entreprises. Ce sont généralement des petites PME, en échange d'une partie du capital de ces dernières. Les investisseurs deviennent donc des actionnaires des projets qu'ils soutiennent. Cela s'oppose au crowdlending que nous avons vu précédemment, qui permet de prêter de l'argent aux sociétés via des outils de dette, par exemple des obligations. Dans ce cas-là, nous serions simplement des créanciers de la société, mais pas des actionnaires. Le crowd equity passe forcément par des plateformes Internet. Ces plateformes doivent être immatriculées auprès de l'ORIAS. Merci de bien lire les pages 9 et 10 du poly.
Nous allons maintenant réaliser l'application numéro 5. Demandons-nous d'abord ce qu'est un emprunt obligataire. Un emprunt obligataire est une forme de financement à laquelle recourent les États, les banques, les entreprises ou même les collectivités locales. En contrepartie, les investisseurs deviennent propriétaires d'un titre de créance qui s'appelle une obligation. Celle-ci leur rapporte chaque année des intérêts que l'on appelle généralement des coupons. Un emprunt obligataire est une alternative à un financement bancaire classique. L'emprunteur commence par déterminer le montant du capital dont il a besoin, puis il le fractionne en autant d'obligations nécessaires. Contrairement à une action où l'on ne connaît pas le montant de dividende qui sera versé, le rendement des obligations, c'est-à-dire le coupon de l'emprunt, est connu à l'avance. L'émetteur de l'obligation, c'est-à-dire l'entreprise, s'engage à rembourser la valeur d'achat des titres, ce que l'on appelle le prix d'émission, à une date échéance arrêtée dès le départ. Les coupons sont versés pendant la durée de l'emprunt. Les obligations émises par les États s'appellent des OAT, obligations assimilables du Trésor. En revanche, pour les entreprises, on appelle ces obligations des emprunts corporate ou obligations corporate. Les obligations peuvent ensuite être cotées en bourse dans la catégorie des valeurs mobilières. Mais vous l'aurez compris, les obligations peuvent aussi être notées. Si vous regardez ici les obligations avec un triple A, ça veut dire que l'on est sûr d'être remboursé. Le rendement est très faible. En revanche, plus on s'éloigne du triple A, plus le rendement est élevé, mais plus on prend des risques. Notez également que pour émettre des obligations, les sociétés doivent avoir au moins 2 années d'existence et avoir un capital entièrement libéré. Lorsque vous souscrivez à des obligations, forcément, il y a des niveaux de garantie très différents au niveau du remboursement. Par exemple, si vous prenez une obligation senior sécurisée, vous êtes pratiquement sûr d'être remboursé. En revanche, si vous prenez une obligation junior, il faudra attendre que l'ensemble des autres catégories d'obligations soient remboursées pour qu'à votre tour, vous soyez remboursé. Et forcément, plus vous prenez des risques, plus le taux d'intérêt proposé risque d'être important. Lorsque nous calculerons les coupons relatifs à chaque obligation, il faudra partir de la valeur nominale. Pour attirer des souscripteurs, il n'est pas rare que l'entreprise propose un prix d'émission inférieur à la valeur nominale. Les souscripteurs percevront donc un coupon calculé sur une valeur nominale, alors que le prix d'acquisition aurait été d'un montant inférieur. Comme vous pouvez le constater, il arrive également que pour attirer les investisseurs, la société émettrice propose de rembourser au-delà de la valeur nominale.